propos des définitions, ce qu'il faut surtout retenir à propos de la technique, c'est l'idée que l'origine du mot contient l'idée de fabrication et de construction. La technique permet certes la fabrication d'objets, mais pas seulement. Elle permet aussi de résoudre des problèmes divers. Le yoga, par exemple, est une technique qui ne crée pas d'objets, mais par contre, il peut, pour certains, améliorer la relation de soi au monde. La technique, c'est donc un moyen permettant de réaliser une fin déterminée par l'homme, et qui, en théorie du moins, en garde le contrôle. Ce qu'il faudra retenir aussi, ce sont les buts que l'on assigne à la technique, et surtout, son utilité et son efficacité. Parce que d'abord ça s'opposera à l'inutilité vitale de l'art, par exemple. Globalement, la technique est censée améliorer la vie de l'homme, du moins ses conditions de vie, lui permettre de libérer du temps pour autre chose que ses besoins vitaux, et ne plus être un fétu de paille victime des caprices de la nature. La première question qu'on peut se poser, c'est de savoir si la technique est naturelle à l'homme. Il paraît évident qu'il n'y a pas de société humaine sans technique, et chasser un mammouth ou faire un feu appartient déjà au domaine de la technique. Dans le Protagoras, Platon, il y a 2400 ans, racontait le mythe de Prométhée. Et s'il y a bien un mythe qui fait de la technique une caractéristique de l'homme, c'est celui-ci, puisque nous serions la seule espèce vivante à avoir reçu le feu de la connaissance. Prométhée, qui va être sérieusement puni par les dieux pour avoir volé le feu et l'avoir donné aux hommes, nous aurait donc permis, par cela, de dépasser notre état animal, et du même coup de faire de nous, selon l'expression d'Henri Bergson, un homo faber, c'est-à-dire un homme capable de fabriquer des objets artificiels, en particulier des outils à faire des outils, et d'en varier indéfiniment la fabrication, ainsi qu'il l'écrit dans l'Évolution créatrice en 1907. Plus près de nous, au XXe siècle, Merleau-Ponty considère qu'on ne peut pas séparer la culture et la nature chez l'homme. Ce ne sont pas des couches qui se superposent, en fait tout est imbriqué, ce qui lui fait écrire en 1945 dans Phénoménologie de la perception que tout est naturel et tout est fabriqué chez l'homme. Donc, petit syllogisme rapide, la technique fait partie de la culture fait partie de la nature de l'homme, donc la technique est naturelle à l'homme. Mais reste à savoir si la technique est pour nous une source de solution ou une source de problème. Nous avons vu que sa fonction première est de faciliter la vie de l'homme, de lui permettre de mieux résister aux forces de la nature. Et Descartes, au XVIIe, voit dans la technique un moyen de nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Mais comment ? Pour lui, c'est en connaissant et en comprenant les lois, ce qui permettrait une libération de l'homme. Alors, cette vision est plus proche de la science que de la technique, c'est-à-dire plus proche de la connaissance que de la fabrication. Et le problème avec la technique, c'est que l'homme est censé en garder le contrôle, puisque c'est lui qui l'a créé. Mais en fait, la technique se comporte parfois un peu comme un animal sans tête, puisque l'évolution des techniques et des technologies semble obéir à une dynamique propre. On rejoint là ce qu'on appelle communément la loi de Gabor, du nom du physicien et prix Nobel Denis Gabor, qui écrivait « Ce qui peut être fait techniquement le sera nécessairement. Mais dans ce cas, c'est le moyen qui fixerait les fins. » D'autant que Gabor ajoute que ce sera réalisé, que ce soit moralement bon ou non. Donc le techniquement réalisable prendrait le pas sur le moralement souhaitable. Ce qui signifierait d'une part qu'il n'y a aucune maîtrise éthique dans le sens du bien de l'humanité, dans la technique, et d'autre part que l'humanité veut finalement ce que la technique peut faire. Ce serait donc une inversion complète du but même de la technique, qui est à la base d'améliorer la vie de l'homme sous son contrôle. Dans ce cas, est-ce que le développement de la technique ne serait pas une menace pour l'humanité ? Au XIXe, Karl Marx, le penseur du communisme, considérait déjà que la technique décide du visage d'une société. Ainsi, il écrivait « Au moulin à bras correspond la société féodale, au moulin à vapeur la société bourgeoise ». Ce qui veut dire que la technique impacte fortement la manière dont les sociétés se construisent et se constituent. Mais jusqu'où cela est-il possible ? Assez loin, semble-t-il, parce que on a aujourd'hui de nombreux exemples de technologies qui, sous prétexte de sécurité par exemple, donnent aux puissants, qu'il s'agisse de gouvernants ou de grandes sociétés multinationales, un pouvoir considérable sur l'individu. Reconnaissance faciale, collecte de données, drones de surveillance, etc. Où est la limite entre sécurité nationale et surveillance généralisée du citoyen ? Ces technologies remettent en question des fondamentaux de la liberté humaine. La liberté de conscience, la liberté d'expression, même la liberté du droit de manifester publiquement, du droit de se réunir, etc. Il n'y a plus seulement la Chine aujourd'hui qui utilise ce genre de moyens de surveillance.
l'Europe, la France, avec ses Jeux olympiques par exemple, s'engouffre dans cette technologie de la surveillance. Et puis, si par la technique tout devient possible, comme le pense Baudrillard, l'illusion devient réalité. Le réel est façonné par l'invention technique, technologique. Et l'homme n'échappe pas à cela. Le transhumanisme, qui vise à terme l'immortalité, est déjà capable de modifier l'homme, de l'augmenter. Alors, tant qu'il s'agit de remplacer un membre perdu par un membre artificiel ou de greffer un cœur de porc sur un être humain pour lui sauver la vie, c'est bien. Mais vouloir par exemple insérer une puce dans le cerveau humain pour rendre celui-ci plus performant est-ce raisonnable? Quelles en seront les conséquences? On ne sait pas. Qui en bénéficiera? Et pourquoi faire aussi? Le risque, c'est une perte de notre humanité, ou une humanité encore plus inégalitaire dans laquelle il y aura ceux qui auront été augmentés et les autres. Et puis, avec la science, l'eugénisme aussi refait surface sous une forme beaucoup plus puissante que ce qu'elle était par exemple du temps du nazisme. L'eugénisme actuel nous menace d'uniformisation des individus. Je vous renvoie au film d'Andrew Niccol, Bienvenue à Gattaca, parce que dans cette dystopie, les enfants naissent in vitro, et plus par le moyen habituel, et on a au préalable supprimé de leur patrimoine génétique tout ce qui pourrait gêner leur vie et leur carrière. Quant à ceux qui ont été accidentellement procréés à la manière ancienne, comme Vincent Freeman, qui voit mal, aussi mal qu'une taupe, et qui a le cœur qui s'emballe, alors pour eux, les choses sont beaucoup plus compliquées. Surtout quand ils veulent devenir astronautes comme Freeman, mais que, sans test génétique, il ne peut espérer qu'un poste d'agent d'entretien. La science et la technique et la technologie ne seront pas nécessairement au service de la liberté et de l'égalité. Dans les années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, Martin Heidegger a largement rappelé que l'homme technicien ne voit plus la nature comme un système dont il faut respecter les lois pour qu'il perdure, mais la voit plutôt comme une source intarissable de matière et d'énergie. C'est pour ça que Heidegger parle d'arraisonnement de la nature, c'est-à-dire de soumission de la nature à l'homme technicien. Le risque majeur pour Heidegger, c'est que la technique impose au réel ce qu'il doit être, ce qui nous conduirait vers une déshumanisation. D'autant que l'humanité est désormais menacée par elle-même, en raison de la puissance qu'elle a acquise à l'aide de la technique. En 1917, après le torpillage du bateau le Lusitania par l'armée allemande, qui avait fait près de 1200 morts, l'écrivain Paul Valéry notait « Nous autres, civilisations, nous savons à présent que nous sommes mortels ». Eh bien, je me demande ce qu'il aurait dit après Auschwitz, Hiroshima et Nagasaki. Si Hannah Arendt voit dans l'outil technique un asservissement, parce qu'il nous impose le rythme de la machine, et je vous renvoie au film de Chaplin, Les temps modernes, qui décrit la vie d'un ouvrier à la chaîne, lui-même mécanisé et aliéné par le système de production. Günther Anders, lui, va beaucoup plus loin. Il parle d'obsolescence de l'homme, ce qui signifie un homme périmé, dépassé, justement par l'écart entre la perfection et la puissance technique et la faiblesse de l'homme. Les individus sont ainsi confrontés à leur propre obsolescence, et notamment en raison de l'automatisation croissante des tâches, de l'avancement rapide de la technologie. C'est cette honte de l'homme devant la perfection et la puissance de ses propres créations techniques qu'il nomme honte prométhéenne, en référence au mythe du même nom bien sûr. Anders considère que l'homme perd ainsi ses spécificités, et notamment sa liberté, sa responsabilité, sa capacité d'agir. L'homme technicien d'Anders est un homme dénaturé et dépassé par ses propres créations, et qui vit dans un monde où, écrit-il, il n'est plus entouré d'abeilles, de crabes et de chimpanzés, mais de postes de radio et d'usines. On peut imaginer ce qu'il aurait pensé du monde des smartphones, des réseaux et d'Internet. Donc, pour Günther Anders, comme pour Marcuse, qui est son contemporain et avec qui il était en lien, la technique moderne, surtout après Auschwitz et Hiroshima, ne nous aurait pas libérés, mais au contraire rendus bien plus esclaves au point que, écrit Marcuse, partout dans le monde de la civilisation industrielle, la domination de l'homme sur l'homme augmente son extension et son efficacité. Et cette tendance ne semble pas constituer une régression éphémère, transitoire, sur la voie du progrès. Les camps de concentration, les exterminations de masse, les guerres mondiales et les bombes atomiques ne sont pas une rechute dans la barbarie, mais l'accomplissement non réprimé de ce que les conquêtes modernes offrent à l'homme dans les domaines de la science et de la technique et dans l'exercice du pouvoir. Texte de Marcuse. La technique a donné en fait aux hommes l'illusion d'être devenus des dieux tout-puissants, ou les égaux de Dieu lui-même, alors même que leur puissance, selon ses auteurs, a un caractère négatif.
Au fond, les hommes ne sont devenus maîtres que de leur pouvoir d'autodestruction. Et contrairement à ce que certains voudraient croire, il ne peut pas y avoir de neutralité de la science et de la technique, puisque par exemple, la médecine et la biologie allemande ont collaboré à l'idéologie nazie et à sa volonté d'extermination. Quant à la physique, Hiroshima et Nagasaki ont démontré qu'elle pouvait se mettre au service de la destruction du genre humain. Alors, que faire pour garder notre humanité en dépit des avancées techniques? Peut-être que Bergson avait raison, et a encore raison aujourd'hui, lui qui écrivait au début du XXe siècle que, bien que la technique soit naturelle, il y a un déséquilibre entre, justement, ces avancées techniques et notre développement moral, on va dire. Par la technique, et plus encore aujourd'hui qu'au début du XXe, l'homme s'est agrandi, et même augmenté, mais pas son âme, dit Bergson. Et par âme, on peut entendre conscience morale. D'où, écrit-il, les redoutables problèmes sociaux, politiques, internationaux, qui sont autant de définitions de ce vide. Bergson considère donc que nous avons besoin de ce qu'il appelle un supplément d'âme, c'est-à-dire de ressources spirituelles et morales nouvelles, adaptées à la maîtrise du développement technique, et forcément aujourd'hui plus encore qu'il y a un siècle quand il écrivait cela. C'est la condition pour que l'augmentation de notre puissance technique reste un moyen de libération et ne devienne pas une servitude absolue. Il faut en fait un renouveau de l'éthique qui permette d'identifier les développements techniques auxquels il serait bon de renoncer ou au moins auxquels il faudrait imposer des conditions strictes. C'est en partie ce que propose Hans Jonas dans les années 60 avec son principe de responsabilité. Il s'agit d'abord de notre responsabilité vis-à-vis des générations futures, de l'état du monde, de la nature, de l'état de l'homme, etc. D'où sa maxime, qui fait écho à celle de Kant, agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Pour lui, nous sommes devenus ce qu'il appelle des Prométhées déchaînés, incontrôlables. Et cette situation, dit-il, réclame une éthique qui, par des entraves librement consenties, empêche le pouvoir de l'homme de devenir une malédiction pour lui. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui que les activités humaines sont planétaires et d'une telle intensité qu'elles peuvent nuire non seulement aux populations actuelles, mais aussi aux générations futures. Ainsi, par exemple, les déchets des centrales nucléaires restent dangereux pendant des centaines de milliers d'années. Quoi qu'il en soit, nous devons prendre la mesure de notre incapacité actuelle à contrôler les effets de la technique, à la fois sur l'ensemble des populations actuelles, mais aussi envers les générations à venir. Il est nécessaire d'opérer un tri dans les possibles réalisations de la technique, y compris vis-à-vis de l'homme lui-même. Parce que, aujourd'hui, nous ignorons totalement les conséquences réelles de ces manipulations génétiques ou du transhumanisme. C'est donc l'éthique, c'est-à-dire une réflexion permanente sur ce qu'il est possible de faire ou non, qui reste la meilleure arme contre notre propension à ne pas contrôler nos capacités de création. Je donnerai le dernier mot à Rabelais qui, au XVIe siècle, disait que « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ».